On a prévu une session aujourd'hui sur l'industrie 4.0 et le cloud, plus particulièrement sur comment l'industrie 4.0 peut profiter du cloud, quels sont les cas d'usage, quelles sont les technologies disponibles, quelles sont les nouveautés du domaine et surtout comment les mettre en œuvre. Je m'appelle Nicolas Durier, je suis solution architecte chez AWS dans le bureau de Lyon d'AWS. Je travaille avec des clients de la région lyonnaise et de la région sud-est en général, sachant que nous avons aussi un bureau à Toulouse pour travailler avec des clients de cette région. Euh, Justement, si on rentre un petit peu, avant de rentrer dans la technique, peut-être qu'on peut commencer justement par ce qu'on entend par industrie 4.0, par les cas d'usage et ce qu'on a réussi à mettre en œuvre avec nos clients. L'industrie 4.0 est aussi appelée la quatrième révolution industrielle. Et on peut peut-être détailler ensemble les quatre différentes phases de cette industrie et les cas d'usage qu'on va voir dans l'industrie 4.0. Donc l'industrie 1.0, disons que c'est l'industrie du 18e siècle, avec une production principalement mécanique alimentée par de l'eau et de la vapeur en tant qu'énergie. Et l'industrie 2.0 va être celle du XXe siècle, basée sur une production de masse, basée sur la division des tâches et avec le recours massif à l'énergie électrique. Depuis les années 70, on parle d'industrie 3.0 pour une industrie plus automatisée, faisant recours à l'électronique et l'informatique. Et plus récemment, dans les 2000-2010, on parle de l'industrie 4.0 pour des systèmes de production cyberphysique, l'Internet des objets et la connectivité réseau entre les différents équipements de production. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On va travailler différents axes. Le premier, ça va être la numérisation de l'usine. On va recourir à l'Internet des objets et à des réseaux virtuels qui vont permettre de contrôler les objets physiques, de les rendre intercommunicants et d'avoir une capacité de dialogue quasi temps réel entre eux. On va aussi pouvoir avoir la capacité de diagnostic, voire d'autodiagnostic de ces équipements. Dans l'industrie 4.0 aussi, on va faire apparaître la notion de flexibilité de l'usine. Avoir la capacité, par exemple, à tirer la production de la demande client ou avoir une capacité à mieux personnaliser la production, avoir des produits finis qui soient personnalisés, dépendants de la commande des clients. On va aussi faire apparaître dans l'industrie 4.0 les nouveaux outils logistiques. Au-delà du lieu de production, on va faire rentrer dans le process des acteurs logistiques extérieurs au lieu de production pour améliorer la supply chain, tant sur les pièces détachées ou les matières premières que sur la livraison des produits finis. Enfin, on va faire apparaître sur l'industrie 4.0 les outils de simulation. Toutes les données produites, capturées depuis la chaîne de production vont permettre de produire des répliques virtuelles, partielles ou complètes de la chaîne de production et de répéter des procédés, d'essayer de les améliorer, de former potentiellement des techniciens ou ouvriers à leurs outils de travail ou alors de mieux documenter des procédures complexes. Il y a aussi une préoccupation importante dans l'industrie 4.0 pour une usine économe en énergie et en matières premières. Et les données collectées d'optimisation du flux de production va aussi permettre de dresser ces problématiques en améliorant du coup la consommation énergétique et la consommation de matières premières d'une chaîne de production ou d'une usine. Alors si on théorise un petit peu l'industrie 4.0, l'industrie 4.0 a été théorisée en 9 piliers principaux qui sont affichés à l'écran, et le cloud est l'un d'entre eux. Le cloud est l'un des 9 piliers fondateurs de l'industrie 4.0. Le cloud a un rôle particulier par rapport à ces 9 piliers, c'est qu'il est perçu comme un facilitateur central. Il n'est pas exclusif, il va faciliter finalement la vie des 9 autres piliers, enfin des 8 autres piliers, pardon. Par exemple, si on prend l'analyse des données Big Data, c'est bien connu effectivement que le cloud offrant une capacité de stockage virtuellement illimitée, beaucoup de capacité de calcul disponible à tout moment, et qu'on peut aussi restituer à tout moment, et puis des services d'analyse de données à valeur ajoutée et simples à mettre en œuvre, le cloud va forcément faciliter les cas d'usage correspondants. Si je prends le cas de l'IoT industriel, l'IoT industriel peut potentiellement produire un grand volume de données. On verra des cas d'exemple tout à l'heure, on a des gigas de données par jour par équipement connecté. On va pouvoir gérer à la fois la résilience d'une infrastructure avec des systèmes IoT qui sont répartis sur plusieurs data centers et qui vont être capables de traiter des flux temporels de données très importants. Et on va pouvoir aussi traiter une profondeur de stockage importante pour produire des modèles statistiques, pouvoir construire des modèles de machine learning depuis ces données. Et puis, dans les autres domaines, dans la simulation, dans la réalité augmentée ou les robots autonomes, il y a des besoins de ressources de calcul pour, par exemple, calculer des modèles 3D, les restituer pour la réalité augmentée, par exemple, ou gérer des modèles 3D pour des imprimantes 3D de la fabrication additive. Enfin, sur la cybersécurité, le cloud n'est pas un temps reste, bien sûr. Il fournit un niveau de compliance assez inédit dans le monde de l'informatique, avec un grand nombre de certifications et des mécanismes de sécurité renforcés. Il fournit aussi toute une gamme de services qui vont permettre d'assurer la sécurité des applicatifs qui sont hébergés sur le cloud, mais qui vont aussi permettre de piloter et de vérifier la sécurité des équipements périphériques. On verra ça tout à l'heure.
Alors, ça fait plusieurs années, hein, bien sûr, qu'AWS travaille avec des acteurs industriels et co-développe finalement, selon leur feedback, des services pour le monde industriel. On peut citer quelques exemples. Par exemple, Volkswagen a l'ambition de connecter 126 usines sur le cloud pour améliorer l'efficacité de la production ou pour améliorer la qualité du produit fini. On a le cas de la Deutsche Bahn, donc l'opérateur de train allemand, qui a connecté ses trains à l'IoT avec AWS IoT pour récupérer de la data et améliorer ses processus autour de ses trains, ses processus de gestion et de maintenance. Et enfin, on peut aussi mentionner LG Electronics qui qui a relancé sa plateforme IoT sur le cloud et qui gagne à peu près 80% dans ses temps et coûts de développement grâce à AWS IoT, qui du coup peut concentrer ses équipes sur des tâches à plus grande valeur ajoutée, à justement la valorisation de la donnée de l'IoT. Je vais vite fait si vous avez des questions, si vous m'entendez bien, je vois pas de plainte, je vais continuer doucement. On va pas rentrer plus dans le détail de ces références, puisqu'on va regarder un décalage un peu plus concret dans la présentation. Et justement, la suite, c'est quels sont les cas d'usage que l'industrie 4.0 peut offrir. Alors, il y en a beaucoup, et c'est pas forcément simple à classifier, mais très schématiquement, on peut peut-être les ranger dans 3 thématiques dominantes aujourd'hui. Le premier, ça va être la supervision d'équipement, savoir où en sont les différents équipements qui sont des fois un peu hétérogènes au sein de l'usine et comprendre où nous en sommes et mieux investiguer sur ces équipements. Le deuxième, c'est la maintenance prédictive, c'est plus dans l'anticipation, pouvoir anticiper les pannes pour avoir une maintenance plus efficace et moins coûteuse. Et puis enfin, plus autour du produit plutôt que sur la chaîne de production, la gestion de la qualité, comment assurer une qualité optimum des produits finis et détecter tout défaut avant de livrer un produit à un client. Alors, si je regarde la première thématique, qui est la supervision d'équipement, si on zoome un peu dessus, qu'est-ce qu'on entend par là? L'idée, c'est de maîtriser l'état de chaque équipement. C'est pas quelque chose de nécessairement très simple. On a souvent des équipements très hétérogènes, qui ont des protocoles techniques hétérogènes, voire des équipements qui ne sont pas du tout connectés ou qui ne sont pas du tout instrumentés. On peut trouver chez des clients des outils de production, ou des presses par exemple, qui peuvent avoir 10, 15, 20 ans, et qu'il va potentiellement falloir équiper si on veut collecter de la donnée dessus. L'idée derrière, c'est de pouvoir essayer de mettre ces données hétérogènes en visibilité, sur une visibilité transverse, et gagner en visibilité sur la production. Alors pourquoi? D'abord peut-être sur des anomalies, des incidents, pouvoir très rapidement identifier la cause d'un problème pour travailler dessus. Ça peut être aussi pour des problématiques de productivité, identifier sur une chaîne de production quel est le facteur limitant pour chercher à l'améliorer et du coup maximiser l'usage de la chaîne de production. Généralement, l'idée c'est de maximiser l'utilisation et d'améliorer l'efficacité d'un système industriel. Alors à ce titre-là, on a un exemple qui est intéressant, c'est celui de Pentair. Pentair, c'est un client AWS qui fournit des systèmes de filtration d'eau pour l'industrie, en particulier pour les fermes piscicoles, donc l'élevage de poissons, ou pour des brasseries industrielles. Donc, si vous aimez la bière, écoutez-moi. La plupart de ces clients sont sur des sites industriels qui n'ont pas forcément une connectivité réseau permanente et en disponibilité. Et la difficulté de Pentair, c'était de dire qu'ils vous souhaitaient justement collecter la donnée pour améliorer leur processus, tout en gérant ce caractère intermittent de la connexion. Alors pour ça, ils ont utilisé AWS IoT Core, donc la passerelle IoT d'AWS pour collecter la donnée, mais surtout, ils ont utilisé l'AWS IoT Greengrass pour permettre de collecter cette donnée et de gérer cette complexité. Greengrass, c'est quoi? C'est une passerelle que vous déployez sur un ordinateur ou un équipement local sur votre lieu de production. Et Greengrass va pouvoir être connecté aux différents capteurs au sein de l'usine ou au sein ici de la ferme piscicole. Greengrass va récupérer ces données, il va pouvoir potentiellement agir comme un broker d'échange entre vos différents capteurs, mais surtout, il va pouvoir collecter ces données, l'envoyer vers le cloud pour l'analyse future et aussi potentiellement bufferiser la donnée si la connexion réseau est intermittente, assurer la non-perte des messages, puis renvoyer la donnée. Et l'intérêt pour Pentair, du coup, c'est que ça leur a permis de réaliser leur cas d'usage, de voir une vision quasi temps réel de l'état de leur filtre et de prendre des décisions de paramétrage de maintenance qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau, d'améliorer, de limiter la prolifération des maladies, d'améliorer la santé des poissons et du coup, in fine, de produire de meilleurs rendements. Ça, c'est un usage concret. Et on voit ici effectivement que grâce à Greengrass, on sait gérer cette complémentarité entre la capacité à collecter des données en périphérie et la collecte des données dans le cloud. Alors par ailleurs, après, on a un deuxième type de cas d'usage qui est la maintenance prédictive. L'idée, c'est quoi? C'est de prévenir les pannes et les erreurs avant qu'elles aient un impact sur l'activité. Alors l'objectif principal, c'est d'éviter les interruptions non planifiées de production et c'est d'éviter qu'une panne coupe la production nette le temps d'une réparation. On sait que sur certains clients industriels, selon la disponibilité des ressources techniques, des pièces de rechange par exemple, ou des ressources humaines qui vont pouvoir intervenir sur la chaîne de production,
Les interruptions peuvent être longues, durer plusieurs jours, plusieurs semaines et avoir des impacts colossaux. On va essayer de réduire les coûts engendrés par ces pannes, mais aussi les coûts de maintenance en optimisant les pièces de rechange ou les ressources nécessaires pour gérer ces maintenances. Et enfin, plus généralement, on va aussi optimiser la planification des activités de maintenance. Ce qu'on entend par là, c'est que classiquement, la maintenance est planifiée selon un cycle calendaire assez établi, qui est issu d'expérience, mais qui est purement calendaire. Et l'idée, c'est dans la maintenance prédictive, c'est de tirer de la donnée de la chaîne de production ou des équipements connectés pour améliorer la planification en utilisant cette donnée réelle et identifier les pannes avant qu'elles arrivent, les divergences avant qu'elles arrivent, et avoir un cycle de maintenance beaucoup plus piloté par la réalité du terrain et les données remontées par les équipements finaux. Alors, à ce titre, on a un exemple aussi intéressant, c'est celui de CAF. CAF, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui travaille dans le monde ferroviaire. Ils conçoivent et ils produisent des trains ou des systèmes de signalisation dans le monde ferroviaire. Ils ont lancé une initiative justement sur le monde du train, sur le fait de collecter des données, une initiative qui s'appelle Digital Train et une plateforme analytique qui s'appelle LeanMine. LeanMine a pour but de collecter les données IoT des trains pour permettre aux clients de CAF d'optimiser les plannings d'optimiser les plannings de maintenance et de réparation en interprétant les données de ces trains. Et ce dont témoigne LeanMine, c'est qu'ils ont utilisé le cloud justement comme facilitateur, puisque grâce à AWS, leurs data scientists peuvent concentrer leurs activités sur les tâches différenciantes que sont la construction des modèles statistiques ou de machine learning qui permettent d'aider les clients à maximiser les activités pour régler les problèmes les plus fréquents ou maximiser la sécurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'idée, c'est que effectivement, LeanMine produit un grand volume de données. Aujourd'hui, sur 30 trains, il collecte 15 gigas de données. Ça fait quelque part un demi-giga par train qui est produit. Donc, on peut avoir beaucoup plus de 30 aussi, bien sûr, connectés. Et il bénéficie du coup à ce titre de l'élasticité d'AWS IoT pour collecter la donnée, des coûts de stockage et de la résilience du cloud sur le stockage pour apporter cette donnée. Et du coup, ils peuvent laisser ces data scientists opérer le plus efficacement possible sur leur travail de data science. On voit bien que c'est un rôle de facilitateur. L'idée, c'est pas de remplacer la connaissance du marché du ferroviaire et la connaissance des problématiques du monde ferroviaire qui est spécifique à son entreprise, mais plutôt de faciliter son travail en supprimant toutes les activités non différenciantes qui sont la gestion d'infrastructure, la gestion du réseau, la gestion de la capacité d'injection, qui sont pourtant des demandes assez aiguës et assez complexes à gérer par ailleurs. Et enfin, excusez-moi, enfin, troisième type de cas d'usage, c'est les problématiques de qualité. Donc, l'idée de la qualité, c'est bien sûr d'augmenter la satisfaction client, éviter d'envoyer chez les clients des produits qui sont défaillants et aussi d'éviter les rappels ou retours produits. C'est un coût important pour une entreprise de gérer un retour produit qui a déjà été acheminé chez un client. Plus généralement aussi, les produits qui sortent d'une chaîne de production peuvent eux-mêmes être introduits en matière première ou en pièces détachées pour une prochaine étape de la production. Donc, si on arrive à détecter les problèmes de qualité au plus tôt, on va pouvoir aussi éviter, gérer leur impact et limiter leur impact avant qu'ils ne se propagent sur des processus potentiellement plus complexes. Alors, un cas d'usage intéressant sur le sujet, c'est Soitec. C'est un cas d'usage plus local, parce que c'est dans la région, c'est en Isère, donc c'est pas très loin de Lyon. Soitec, c'est une entreprise qui est forcément très connue, qui a une activité très intéressante. Ils produisent des galettes de silicium. Et en particulier, ils sont le leader sur la galette de silicium sur isolant. C'est des technologies qui permettent d'alimenter l'industrie microélectronique, en particulier la conception de microprocesseurs. Et dans le monde, il y a plus de 20 milliards de circuits intégrés radiofréquences qui sont issus de ces galettes, ou plus de 6 milliards de plus dans le domaine automobile qui sont issus de la découpe de ces galettes dans des microprocesseurs. Donc c'est un domaine de pointe, porteur. La difficulté qu'avait Soitec dans le domaine, c'est que dans le domaine de la qualité, ils ont une écrasante majorité de leurs galettes de silicium qui sont parfaitement conformes. Et il est difficile du coup de positionner un acteur humain qui va contrôler la qualité, alors que l'écrasante majorité des galettes sont OK, n'ont aucun problème. L'humain peut être fatigué et avoir son efficacité qui finit par varier. Et donc l'idée du recours à l'intelligence artificielle pour Soitec, c'est de concevoir un modèle de machine learning qui a comme qualité principale d'être extrêmement discipliné et de ne jamais se fatiguer. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils ont utilisé Amazon SageMaker pour construire un modèle machine learning de reconnaissance graphique et ils atteignent des capacités de 99,8% de fiabilité dans le jugement. Donc, cet idiot infatigable qui est le machine learning, il va être capable de revoir toutes les images,
de détecter les quelques erreurs, et dans ce cas-là, un acteur humain va prendre le relais pour investiguer le problème et le corriger, ou au moins faire sortir la galette concernée des livraisons prévues aux clients de Soitec. Alors maintenant qu'on a vu les cas d'usage, la question concrète, c'est comment faire, comment je réalise ça sur le cloud. Il y a plein d'idées, potentiellement autour de ces technologies. Mais comment je mets ça en œuvre? Alors, il y a une première nouveauté que je voulais partager avec vous, qui est qu'on peut maintenant utiliser des services bout en bout. AWS a développé avec ses clients un service qui s'appelle Amazon Monitron, qui est un système de bout en bout qui permet de capter la donnée et de vous fournir des capteurs, des passerelles et une application mobile pour directement gérer l'apparition de défauts. Comment mettre ça en œuvre? Comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Je vais sur un site e-commerce bien connu, Amazon.fr, et je n'ai qu'à commander mon kit de démarrage Monitron pour commencer à équiper ma chaîne de production. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On voit sur la droite le boîtier qui est la passerelle. C'est une passerelle qui a une connectivité Wi-Fi à Internet. Vous allez pouvoir adosser un accès à Internet qui, elle, est alimentée par l'adaptateur secteur qu'on voit au-dessus, avec les 3 prises là, pour les différents formats européens et américains. Donc, vous pouvez la brancher au secteur. Vous allez pouvoir utiliser l'application mobile pour l'appairer au Wi-Fi et la connecter à Internet. Et sur la gauche, vous avez 5 capteurs, des petits boîtiers jaunes avec un sourire Amazon. Ces capteurs sont des capteurs qui sont entièrement autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer en Bluetooth Low Energy avec la passerelle, mais ils ne nécessitent pas d'alimentation électrique ou de connectivité filaire. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont auto-alimentés par une batterie lithium d'une durée de vie estimée de 3 ans. Et ces capteurs, vous allez pouvoir les coller à la colle époxy, aussi simplement que ça, à votre système de production, à vos équipements de production pour capter des données. Les capteurs captent des données de température pour détecter les échauffements, par exemple, sur un moteur. Et ils captent aussi des données de vibratoire sur 3 axes, pour notamment tout ce qui est système tournant, machine tournante, que vous pourriez avoir dans l'usine. Et donc, l'idée de Monitron, c'est de permettre la mise en œuvre rapide sur des équipements comme des moteurs déroulement, des réducteurs, des boîtes de vitesse, tout ce qui tourne concrètement, facile à utiliser. Et un technicien qui connaît la chaîne de production peut commencer à superviser des équipements en moins d'une heure, puisque c'est un service entièrement packagé. Il le commande, il le reçoit. La livraison gratuite s'il est Amazon Prime d'ailleurs, mais qu'importe. C'est-à-dire il a juste à connecter tout ça et à récupérer ses premières données. Il n'y a aucun développement nécessaire, c'est un service packagé qui vient directement avec son application mobile qui est gratuite et qui est disponible sur le store Android par exemple. Il n'y a pas non plus besoin d'expertise AIML. Le système, dans ses premières phases d'initialisation, va apprendre des données qu'il capture sur votre système de production. Il va mettre à jour un modèle en continu. Il va aussi permettre à l'opérateur, typiquement le technicien sur site, de fournir automatiquement des feedbacks pour améliorer constamment le modèle. Et donc, c'est un système qui a été, par exemple, déployé avec General Electric, qui était moi sur le slide de gauche, sur la partie gauche du slide. C'est aussi un système qui est maintenant déployé, c'est visible sur le site d'Amazon, d'AWS, sur des fulfillment centers, donc des centres de tri Amazon, pour suivre les convoyeurs. Donc, c'est un peu marrant, du coup, c'est-à-dire que les Monitrons que vous allez commander sur Amazon.fr, ils sont peut-être livrés par un convoyeur qui lui-même est supervisé par Monitron. Et donc, les cas d'usage qu'on va traiter, c'est la maintenance prédictive, qui permet justement d'avoir d'être alerté lorsqu'on a une divergence de fonctionnement sur un des équipements, y compris des équipements qui à la base n'étaient pas outillés, mais qui ne produisaient pas de données. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire du monitoring à distance, c'est-à-dire qu'une fois que vous collectez la donnée, l'application mobile, vous pouvez la consulter dans l'usine, mais potentiellement ailleurs, et avoir une vision avant et être notifié d'une faute qui se développe parce que vous n'êtes pas sur site. Et enfin, l'idée aussi, c'est que comme ces capteurs sont assez agiles, mais n'ont pas besoin de connectivité de fils et autres pour être déployés, on va pouvoir suivre l'état d'équipements qui ne sont pas accessibles. Pas accessibles au sens, par exemple, où dans une usine, on peut avoir beaucoup d'équipements qui sont dangereux en termes de sécurité, et on va pouvoir du coup gagner en visibilité sur des endroits où on n'a pas forcément le droit d'aller, sur lesquels des techniciens ne peuvent pas aller physiquement pour des problématiques de sécurité. Donc c'est un premier cas qui est très intéressant. En tout cas, si vous avez ce type de cas d'usage en tête et que vous voulez expérimenter la valeur et ce que vous arrivez à faire dessus, c'est quelque chose qui est déclenchable et que vous pouvez mettre en œuvre très rapidement dans votre industrie. Alors après, si vous avez des cas d'usage différents qui ne rentrent pas dans ce cas d'usage, on peut aussi effectivement, bien sûr, expérimenter, développer ses propres cas d'usage en assemblant les différents services que le cloud peut offrir. Et pour ça, on vous propose une démarche à 3 étapes. La première, c'est d'exporter les données vers le cloud avec un impact minimum sur la production. On verra comment. Ensuite, d'analyser les données, de trouver l'opportunité, de trouver la meilleure façon de valoriser vos données. Et puis ensuite, de tirer parti des services d'analytics, mais aussi de l'IA et de l'UML pour créer un retour vers la chaîne de production, vers vos objets ou potentiellement vers les techniciens pour améliorer vos processus.
Alors, pourquoi envoyer les données vers le cloud? On pourrait dire ça, pourquoi utiliser le cloud, alors que on pourrait potentiellement garder cette donnée plus proche du site de production. Ce qu'on voit, c'est que si vous voulez construire un calculateur Industrie 4.0 physique au plus proche de votre site, vous allez devoir investir du matériel, alors que vous n'avez pas forcément pu faire la preuve de la valeur de votre cas d'usage. Et donc, un des premiers intérêts d'envoyer vos données dans le cloud, c'est pour analyser la valeur de cette donnée. Il y a une marge d'entrée, certes, pour envoyer cette donnée, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez simuler des cas d'usage, tester un grand nombre de technologies différentes pour voir quelle est la meilleure façon de valoriser cette donnée, et choisir quel est le cas d'usage le plus pertinent à implémenter. Le deuxième point, c'est que si vous centralisez la donnée, vous allez pouvoir déjà avoir une vision aussi transverse potentiellement sur différentes usines, différentes chaînes de production, et vous allez pouvoir aussi gouverner cette donnée. C'est-à-dire qu'on a des services sur le cloud, notamment un service qui s'appelle AWS Lake Formation, qui permet de définir des honneurs de chacun des datasets et de donner accès à des tiers. Donc, par exemple, des équipes de data science d'autres entreprises, mais potentiellement aussi des partenaires technologiques avec lesquels vous travaillez, pour essayer d'innover avec eux, trouver les meilleures solutions pour valoriser ces données, prédire potentiellement des comportements sur ces données, et du coup, réaliser les cas d'usage qu'on évoquait précédemment. Alors justement, sur l'acquisition de la donnée, ce qu'on voit avec les clients sur les 4.0, c'est que souvent, on peut avoir des préconçus sur la difficulté intrinsèque à récupérer la donnée. Alors, il y a un travail à faire, certes, mais aujourd'hui, il existe plusieurs options pour remonter la donnée dans un data lake, et c'est potentiellement beaucoup plus simple que ça a pu l'être dans le passé. Et c'est pas, en tout cas, aussi simple qu'on peut, aussi complexe, enfin, c'est pas nécessairement aussi complexe qu'on peut l'anticiper. Pour ça, il y a trois options principales. Déjà, de nombreux éditeurs du monde industriel ont créé des connecteurs vers le cloud. Parce que vous n'êtes pas les seuls, effectivement, à vouloir réaliser ces cas d'usage Industrie 4.0. Et ils ont bien compris aussi l'intérêt de collecter la donnée dans un point central. Donc, ils vous offrent potentiellement des connecteurs qui peuvent directement alimenter le cloud. D'autre part, sur des protocoles industriels comme PCUA, Modbus TCP et MQTT, AWS Greengrass, que j'ai évoqué précédemment, peut aussi avoir ce rôle de convertisseur protocolaire. Donc, vous pouvez déployer Greengrass et puis utiliser Greengrass pour vous connecter sur les protocoles historiques. Ce sera non invasif. Hein. L'idée, c'est d'aller collecter de la donnée, mais non pas de piloter ou d'agir d'une façon quelconque sur la production. Juste se mettre en écoute des protocoles usuels de votre chaîne de production. Et enfin, sur certains protocoles spécifiques, comme le RAWAN, Sigfox, il y a aussi des connecteurs vers Core ou vers Data Lake qui sont directement disponibles et qui vous permettent d'alimenter le cloud. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir rentrer dans un process de valorisation de cette donnée avec un processus itératif qui a toujours les mêmes étapes. Alors, typiquement, la première étape, ça va être l'extraction de la donnée. Donc, on a vu comment, avec les trois mécanismes qu'on vient de voir. Ensuite, on va router la donnée. Donc, on va utiliser des services comme par exemple AWS IoT Core qui vont agir comme un agrégateur de connectivité, qui vont gérer aussi la sécurité, qui vont être le point focal de toutes vos données, et qui vont avoir pour rôle de router les messages vers où vous le souhaitez. Donc, typiquement, dans un premier lieu, vers un data lake, mais demain, potentiellement, vers un modèle de machine learning qui va donner un retour directement à vos équipements. Une fois que ces données ont été captées, vous allez pouvoir les processer, les enrichir, les requêter. Alors souvent, on va les découvrir par un système de requêtage. On va les processer notamment pour les mettre à un format commun. C'est grâce à ces premières étapes de préparation qu'on va gommer potentiellement l'hétérogénéité des données par rapport aux différentes sources pour essayer de mettre ça à un format commun exploitable en transverse sur les différents équipements de la chaîne de production. Et on va aussi potentiellement enrichir les données, par exemple en croisant ces données avec des données de référence pour les rendre plus exploitables à un data scientist. Puis après, du coup, on va disposer pour le processing d'un stockage long terme, potentiellement de la capacité d'établir des calculs complexes, des calculs statistiques, des calculs liés au machine learning sur le contenu pour produire des modèles statistiques, des modèles de machine learning qui vont permettre de prendre une décision, d'établir une prédiction ou d'alerter sur un comportement qui serait divergent par rapport au comportement nominal. Et le but derrière ça, bien sûr, c'est de faire une boucle retour qui va soit piloter vos devices, soit potentiellement avertir un technicien sur site pour aller intervenir sur un équipement ou planifier une maintenance plus proche que ce qui était initialement prévu sur un comportement qui serait identifié. Alors, comment on transcrit ça après dans CSAW? Alors, pardon, excusez-moi. Enfin, une fois qu'on a construit ces modèles, on va pouvoir enrichir les deux process initiaux, notamment potentiellement l'intelligence artificielle des modèles qu'on aura créés, on pourra les déployer localement au plus proche des devices pour être le plus efficace possible. C'est très courant, par exemple, dans la computer vision, si on a traité tout ce qui est vidéo en temps réel, de vouloir avoir un modèle qui a été entraîné sur la profondeur de la data qu'on a collectée dans le cloud, mais qui ensuite s'exécute au plus proche d'une caméra pour être le plus efficace possible en termes de latence. Et on va aussi pouvoir, au niveau du routage, déclencher potentiellement des actions locales. AWS Greengrass, qu'on évoquait ici tout à l'heure, permet de déployer un conteneur ou déployer des fonctions lambda
qui automatiquement, sur l'arrivée d'un événement, vont pouvoir répondre à cet événement sans forcément remonter jusqu'au cloud par rapport à un traitement que vous aurez préparé sur la data du cloud. Alors sur AWS, on a des fonctionnalités qui supportent ce processus. Vous retrouvez du coup effectivement la Smart Gateway avec Greengrass. On peut aussi, à la périphérie, déployer directement des machines virtuelles contrôlées par le cloud avec AWS Outpost. Et dans cette Smart Gateway, on va exécuter des modèles machine learning, on va pouvoir router les messages, on va pouvoir aussi gérer un moteur de règles, on va déployer un conteneur avec un applicatif spécifique que vous souhaitez traiter localement. Et cette gateway va être en charge aussi de remonter la data vers les services de contrôle. Donc, on parle surtout d'AWS IoT sur AWS pour contrôler les messages. On va retrouver toutes les fonctions qu'on souhaite avoir sur une plateforme IoT. Alors, bien sûr, traiter les messages eux-mêmes, traiter le dernier état connu aussi des différents équipements connectés, mais on va aussi avoir des fonctions autres comme le device management. En device management, on parle à la configuration de vos différents équipements, leur mise à jour en ligne, parce que c'est important de pouvoir les tenir à jour et de gérer le déploiement à l'échelle simplement. Aussi des fonctions de sécurité, protéger la flotte, auditer le paramétrage et les métriques remontées par la flotte, alerter aussi sur votre flotte de devices connectés des changements de comportement qui pourraient traduire une alerte de sécurité. Il y a aussi des fonctions de sécurité sur les contrôles services qui sont extrêmement importants pour gérer la sécurité de vos usines aussi. On va pouvoir aussi, à ce niveau-là, designer des applications IoT qui vont donner une visibilité sur différents devices. On peut aussi potentiellement designer des dashboards qui seraient exécutés localement sur la Smart Gateway. On a un service qui s'appelle AWS IoT Sitewise qui permet de faire les deux, d'avoir des dashboards dans le cloud, mais aussi des dashboards locaux qui ne sont pas sensibles à la perte de connectivité. Enfin, on va après utiliser les services de data. Alors, je ne vais pas les détailler ici parce qu'on ne va pas faire une session spécifique data, il y en a beaucoup, mais on a notamment des services d'ETL serverless qui permettent de traiter la donnée, la mettre au format et de préparer les datasets. On va pouvoir aussi avoir des outils visuels pour regarder cette donnée. Et ensuite, on va pouvoir utiliser toute la suite d'analyse de données du cloud pour analyser les données une fois qu'on a construit notre data lake. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des outils graphiques BI, de templating pour visualiser la donnée, monitorer la donnée en temps réel, ce qui va répondre à notre première gamme de cas d'usage. On va pouvoir utiliser des services comme AWS Athena pour requêter directement la donnée. On va pouvoir aussi charger les données selon leur nature dans différentes bases de données spécialisées. Une base de données graph, par exemple, si on a des objets forcément liés par une structure graphique, sous forme de graphe, pardon. Et on va pouvoir utiliser aussi toute la plateforme ML d'AWS pour développer des algorithmes de machine learning spécifiques à votre activité. C'est sur ça que je voulais focuser aujourd'hui, parce que c'est là aussi que je voulais vous faire une démonstration, parce que c'est la partie peut-être qui, par rapport à d'autres sessions que vous avez pu voir sur l'industrie 4.0, a plus évolué sur AWS. Côté AWS, sur la partie AIML, on déploie ce qu'on appelle une stack avec différents étages. La base de la stack, ça va être l'infrastructure. On a besoin effectivement de CPU, de GPU et d'une infrastructure capable d'accueillir des use cases de machine learning. Donc, c'est ce qui se fait à droite du slide. On a des CPU Intel, des GPU NVIDIA, par exemple, qui permettent de faire du machine learning. On a aussi maintenant des composants hardware spécialisés avec Trainium, Inferentia et Elastic Inference qui permettent d'accélérer les cas d'usage du machine learning tant sur l'entraînement que sur l'inférence. On peut aussi utiliser des services des composants électroniques programmables avec les FPGA pour implémenter directement dans du hardware des algorithmes. Ces frameworks sont aussi et bien sûr utilisables avec les frameworks. Cette infrastructure est aussi utilisable avec les différents frameworks leaders du marché, notamment TensorFlow, MXNet, PyTorch. Par-dessus ça, depuis environ 3 ans, AWS vous fournit des services autour du machine learning, et notamment un service qui s'appelle SageMaker pour gérer le cycle bout en bout de déploiement de la création du déploiement d'un modèle de machine learning. Donc, ça va de la réception des données, de la labellisation des données, pouvoir identifier dans des images, par exemple, des contenus, du choix d'un algorithme de machine learning, de son entraînement, voire de la mise en compétition de plusieurs modèles avec différents paramètres ou différents algorithmes, du déploiement de ce modèle en production, de sa monitoring sur le cloud, ou aussi de sa compilation pour exécution sur du hardware spécifique en périphérie, au plus proche de votre système de production. Notre SageMaker s'adresse à des data scientists qui ont ces compétences de data science pour créer leur propre modèle avec justement les algorithmes qu'on évoquait précédemment. Et enfin, au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle les services de machine learning, les AI services en anglais. Donc, ces services de machine learning, eux, ils sont plus orientés sur des cas d'usage et leur intérêt, c'est qu'ils ne nécessitent pas nécessairement une compétence aiguë en machine learning pour être utilisés.
Donc, par exemple, depuis plusieurs années, on dispose d'Amazon Polly. Amazon Polly est un service qui permet de vocaliser un texte, ou d'Amazon Transcribe qui permet, depuis une capture sonore, de transcrire sur du texte sous forme de chaîne de caractères. Et là, plus récemment, cette stack d'AI Services a été enrichie de toute une gamme de services autour de l'industrie. Donc, on retrouve ici Amazon Monitron, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais on trouve d'autres services qui vont vous permettre de développer vos propres modèles de machine learning, qui sont spécifiques à votre cas d'usage, mais sans forcément avoir une compétence aiguë en data science, puisque ces services sont ciblés sur des gammes de cas d'usage bien spécifiques et sont capables du coup de vous abstraire cette complexité. On va prendre un exemple, parce que du coup, c'est un peu abstrait tout ce que je dis. On va prendre Amazon Lookout for Vision. Amazon Lookout for Vision, c'est un service qui a été annoncé en novembre dernier, qui est disponible depuis 2-3 semaines en production pour tous les clients AWS. Et Amazon Lookout for Vision répond à une problématique bien spécifique, c'est la gestion de la qualité en identifiant les défauts avec de la liste d'images pour automatiser le contrôle qualité. Donc, si vous êtes dans ce cas d'usage, typiquement, c'est aussi le cas d'usage qu'on a vu tout à l'heure avec SciTech, vous pouvez utiliser ces services pour concevoir votre propre modèle de machine learning sans avoir nécessairement besoin d'une compétence aiguë en machine learning. Qu'est-ce qu'on trouve dans Amazon Lookout for Vision? On va pouvoir intégrer un endpoint de Lookout for Vision à la chaîne de production et lui soumettre des images pour qu'il détecte des anomalies. Lookout for Vision va vous permettre d'avoir des tableaux de bord aussi pour suivre en continu ce processus. Il va vous aider à labelliser les images pour identifier ce qui est une anomalie et ce qui n'en est pas une. Il va vous permettre de créer des modèles et les évaluer rapidement avec des scores connus du monde du machine learning. Et enfin, il va permettre de gérer tout le cycle de vie, c'est-à-dire qu'après l'entraînement du modèle, il va vous permettre de gérer des tâches de test, des tâches d'amélioration, des feedbacks et corriger le modèle pour en publier une nouvelle version plus performante. Alors, plutôt qu'un discours, on va faire une démonstration pour essayer de vous montrer ce que ça donne en pratique. Ça sera le plus efficace. Excusez-moi, je vais vous mettre une fenêtre en face. Hop. Alors, pour notre démo, j'ai préparé un bucket S3, donc un stockage sur Amazon S3, avec des images que j'ai classifiées en deux répertoires, normal et anomalie. Donc, si je vais dans normal et que j'ouvre la première image ici, hop, je vais voir un exemple d'une photo qui a été prise sur une chaîne de production. C'est un circuit imprimé assez simple avec deux LED, un potentiomètre au milieu, etc., etc. Ici, il n'y a pas de défaut, la soudure est plutôt bonne, on ne voit pas de problématique. Inversement, je peux retourner sur mes images capturées pour une anomalie. Je vais prendre la première. Et là, ici, on voit une autre photo d'une autre carte similaire, mais on voit un défaut. Alors, le défaut, je pense que vous l'avez vu, il est là. Je peux zoomer un petit peu. C'est il y a une soudure directement sur le potentiomètre qui est là, donc c'est pas acceptable. Et on ne pourra pas livrer ce composant au destinataire tel quel. Il va falloir le corriger ou le mettre au rebut, puisqu'il est effectivement défaillant. Et donc, dans mon bucket S3, j'ai 20 images d'anomalies qui sont dans un répertoire et 20 images normales qui sont ici présentes. Donc, il y a déjà un petit travail de classification qui a été fait et ils sont dans deux répertoires, donc j'ai copié ce chemin. Alors, en pratique, dans la vraie vie, on aura probablement des datasets beaucoup plus larges, avec des captures beaucoup plus importantes, parce qu'on ne produit sans doute pas que 20 cartes par jour. Mais pour l'exemple, j'ai pris ce dataset, on verra aussi comment on peut améliorer a posteriori le modèle entraîné par Monitron. Alors, je vais ensuite aller sur la console AWS. Dans la liste des services, je vais chercher Monitron, pas plus compliqué que ça. Monitron, et je vais ouvrir le service. Hop. Je vais créer un projet sur Monitron, que je vais par exemple appeler Claude Sud, tant qu'à faire. Excusez-moi, j'ai un problème de clavier là, manifestement, ou de doigt. Donc le projet s'appelle Claude Sud. Je vais pouvoir gérer les problématiques de chiffrement, c'est-à-dire qu'on peut chiffrer la data, c'est important pour des données qui sont des fois confidentielles. En l'occurrence, j'ai laissé les options par défaut. Et pardon, j'ai pris Monitron, alors c'est Lookout for Vision, excusez-moi, je suis perdu. Excusez-moi. Donc je vais revenir sur le bon service. Monitron, c'était tout à l'heure, donc la Lookout for Vision, excusez-moi, je ne suis pas très réveillé. Hop. Je vais créer du coup un nouveau projet que je vais appeler Claude Sud. Hop. Je vais mettre Create Project. Et je vais retrouver au sein de mon projet sur Lookout for Vision tout le cycle du développement d'un modèle machine learning qu'on évoquait. Donc, je vais devoir apporter un dataset, labelliser ce dataset pour déterminer ce qui est une anomalie et ce qui n'est pas une anomalie, entraîner un modèle, vérifier la performance de ce modèle, puis après, potentiellement, régulièrement,
améliorer ce modèle, monitorer sa qualité et l'améliorer avec des nouvelles data pour qu'il soit le plus précis possible. Donc la première étape, c'est de créer le dataset. Quand je crée un dataset, j'ai deux options. Puisque, en fait, dans la création d'un modèle machine learning, il y a toujours des images qu'on va utiliser pour entraîner le modèle et d'autres images qu'on va utiliser pour confirmer que le modèle fonctionne comme on le souhaite, qu'il ait eu la capacité quelque part à apprendre des premières images et à modéliser la data qui est fournie, à s'abstraire de cette donnée. Ce qu'on veut éviter, c'est que le modèle soit trop proche des données sources et ne marche qu'avec ces données sources. On veut vérifier qu'il a réussi à généraliser les concepts qu'on lui a soumis. Donc pour ça, j'ai deux options. Soit je fournis un dataset simple et je vais laisser le service découper mon dataset en deux, en données d'entraînement et données de validation. Soit je fournis moi-même la séparation. Bon, dans le cas courant, je vais fournir un dataset et je vais laisser le service faire le découpage. Puis après, pour ces données, je peux les apporter de mon ordinateur, d'un bucket S3, ou je peux les apporter d'un autre service que j'ai évoqué dans la présentation qui s'appelle SageMaker Grand Trust, qui est un service qui est justement là pour faciliter le labeling d'images. Bon, en l'occurrence, mes images, je les ai déjà rangées, donc je peux prendre Amazon S3. Je mets le chemin que j'ai capturé précédemment, donc sur mon bucket S3. Et comme j'ai déjà respecté la convention attendue par le service de ranger les anomalies d'un côté et les normales de l'autre, je peux cocher cette option. Si je ne le faisais pas, il faudra ensuite que dans le service, je positionne les anomalies et les cas normaux manuellement. Donc, je vais être sur créer le dataset. Ça va prendre un petit peu de temps, mais pas trop. Hein. Le service va aller chercher la donnée sur S3 et va référencer ces données comme le dataset d'entraînement de mon futur modèle, mon modèle pour le projet CloudSeed. Donc là, on voit aussi qu'il a les différentes images. Il y a un petit temps là, qui est en train de générer les vignettes qui permettent de prévisualiser ces images qui sont plutôt en haute qualité. Et on voit que les données sont toutes déjà considérées labellisées parce que, comme j'avais respecté la convention de nommage des répertoires, les labels sont déjà là. Si les labels n'étaient pas là, je pourrais cliquer sur Add Label et modifier manuellement ces labels avant de les sauvegarder. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je vais laisser normal anomalie manuellement. Mais puisque je l'ai déjà fait, je n'ai pas à le faire. Une fois que ces données sont importées, je peux aller voir. Donc, je retrouve, par exemple, dans normal, les images normales, donc qui n'ont pas de défaut. Si je clique sur anomalie, je peux aller voir les images qui correspondent à mes anomalies. Par exemple, je retrouve la première image que j'avais vue tout à l'heure, qui est celle avec une soudure qui traînait sur un potentiomètre, ou ici une autre image qui a un défaut avec une soudure qui traîne sur une diode. Et puis on a ainsi de suite, hein, on en a d'autres. On peut aller voir des images et des images où il y a des lettres qui sont mal soudées, etc., etc. On a essayé de fournir un dataset le plus hétérogène possible avec les différentes anomalies possibles qu'on connaît sur la chaîne de production. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir cliquer sur Train Model pour commencer à entraîner un modèle. C'est plus compliqué que ça. Le dataset est propre. Je peux à nouveau mettre en place la configuration pour le chiffrement si je souhaite protéger mes contenus par du chiffrement. Mais en l'occurrence, je n'en ai pas besoin. Et je clique sur Train Model. Et à partir de ce moment-là, le service va commencer à entraîner une première version de mon modèle basée sur les 40 images, 20 positives, 20 anomalies qui ont été fournies. C'est un process qui n'est pas immédiat. L'entraînement sur ces 40 images, je l'avais testé il y a quelques jours, il prend une quarantaine de minutes. Donc pour essayer de gagner un peu de temps entre nous, j'ai préparé un autre modèle que j'ai pré-entraîné, qui est celui-ci, Circuit Project, dans lequel j'ai aussi en ce moment un robot qui injecte de la data. Donc on voit que sur ce modèle, j'ai déjà envoyé 77 000 images quasiment, sur lesquelles 40% d'anomalies ont été détectées. C'est des taux d'anomalies extrêmement importants, parce que j'envoie des datasets un peu fictifs. Bien sûr, on aura des taux beaucoup plus faibles, mais on voit ici la capacité de dashboarding. Mon modèle est up, il est hosté par le service, et j'ai la capacité via API de le requêter. Alors comment ça se passe? C'est très simple, hein, c'est une API classique, REST HTTP. Ici, par exemple, j'ai une image d'anomalie. Si je veux savoir si le modèle considère cette anomalie ou pas, j'ai juste à lancer cette requête. Et en moins d'une seconde, j'ai une réponse qui dit qu'à 99%, le modèle considère qu'il y a une anomalie. Et en l'occurrence, c'est cette image-là, où est-ce qu'il y a l'anomalie? Elle est là. On la voit ici, il y a une petite soudure qui montre qu'il y a une défaillance. Il y a potentiellement un court-circuit d'ailleurs entre les deux pièces, donc il y a quelque chose à faire sur ce produit-là. J'ai une autre image normale qui est locale à mon Jupyter. Je l'exécute, je récupère un false, donc à 97% quasiment. Je sais que ce n'est pas une anomalie. Et effectivement, quand je regarde l'image, elle est plutôt cohérente. Il n'y en a pas de défaut apparent. Il y a peut-être une petite torsion de la LED, mais en tout cas, dans notre dataset, ce n'est pas vécu comme un problème d'anomalie, donc pas comme une anomalie. Et donc, du coup, l'algorithme légitimement considère que c'est OK. Si je reviens sur Local for Vision, je retrouve du coup cette vision-là. Je retrouve aussi sur mes modèles les différents modèles qui ont été entraînés. Donc, j'ai deux versions de mon modèle et des scores.
Donc, le modèle qui est en cours de hosting, c'est celui-ci. Il y a les scores qui sont là. Alors, peut-être justement une petite parenthèse sur le sujet. Comment interpréter ces scores? Ces scores, c'est des scores classiques du machine learning. Lorsqu'on a un modèle de machine learning justement de détection d'anomalies, on établit souvent ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc, il va comparer le réel à la prédiction. Donc, le réel, c'est j'ai 20 anomalies et 20 normaux qui ont été identifiés. Et sur la prédiction, je regarde combien d'anomalies ont été réellement détectées et combien sont passées entre les mailles du filet, disons. Et puis sur les normales, sur les cas normaux, je regarde combien ont été identifiés comme normaux ou combien ont généré un faux positif d'anomalie. Et on définit pour ça deux scores. Donc ce qu'on cherche à augmenter, pardon, c'est les valeurs en noir ici. Plus elles sont grandes, mieux on se porte. Et ce qu'on cherche à réduire, bien sûr, ce sont les fausses détections d'anomalies ou les anomalies qu'on laisse passer, qui sont les valeurs en orange. Les scores qu'on détermine le plus couramment, c'est donc le premier, c'est la précision. La précision, c'est sur une anomalie qui a été prédite, sur les 16 anomalies prédites, combien étaient réellement des anomalies. Donc là, on voit qu'on a un score de précision pardon, sur les prédictions qui ont été faites en anomalie, oui, combien étaient réellement des anomalies. Donc là, on a effectivement une précision de 90%. Donc, à quasiment 90%, j'ai une grande chance que si le système me notifie et qu'il y a une anomalie, j'ai 9 chances sur 10 quasiment que ce soit réellement une anomalie. C'est des scores qui, bien sûr, s'améliorent si on a des datasets beaucoup plus importants. Et je vais vous montrer justement comment les améliorer après. Le deuxième score important qu'on suit, c'est le recall, ou rappel en français, qui est sur les anomalies réelles, combien d'entre elles sont réellement détectées. Donc là, on voit qu'on en a détecté 80%. Il y a 20 anomalies dans le dataset, mais il n'y en a que 16 qui ont été détectées par le système. Donc, on en laisserait passer 1 sur 5 entre les mailles du filet. Et on a un score aussi qui est régulièrement suivi, qui prend en compte les deux paramètres. Un score global qui prend en compte à la fois la précision et le rappel, pour nous donner un score de 84,2%. Et ces scores-là, ils sont directement fournis par le service, vous les voyez là, avec une petite explication. Donc effectivement, 16 anomalies étaient correctes sur les 18 prédictions d'anomalies, et sur 20 anomalies dans le dataset, on en a trouvé 16. Et l'idée, du coup, c'est que l'outil va vous permettre après d'améliorer votre modèle. Alors comment ça se passe? On va pouvoir après apporter des nouvelles datas en faisant ce qu'on appelle une trial detection. Donc c'est de la même façon, j'ai préparé d'autres images. Imaginons que j'ai fait tourner mon modèle, j'ai capturé de la data, des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien. Et je vais potentiellement prendre d'autres images que j'ai mis là pour faire une étape de validation. Donc je choisis la version de mon modèle, de la même façon je choisis le bucket, je positionne ces datas-là, et puis dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de les classifier. Je fournis mes données et je laisse le système utiliser toutes les images que j'ai mis dans ce répertoire, solliciter l'algorithme, enfin le modèle qui a été établi pour chacune de ces images, ce qui va me permettre après de voir ce qui a été prédit et éventuellement de le corriger. Alors, de la même façon, ça prend un peu de temps parce que j'ai 40 images, je crois, à nouveau. Je vais exécuter ça un petit peu en amont pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je l'ai appelé test. Donc, on trouve ici, en fait, les différentes images que j'ai soumises au modèle et on va pouvoir les classer aussi par score de confiance. On va souvent s'intéresser aux images pour lesquelles le modèle a dit qu'il n'était pas très confiant, parce que c'est souvent là qu'on a des cas un peu à la marge qui vont nous permettre d'améliorer le modèle. Mais inversement, je pourrais prendre les scores les meilleurs scores, mais normalement, dans ce cas-là, je suis le plus fiable possible parce que l'algorithme est plutôt confiant dans sa prédiction. Donc, prenons d'abord les cas les plus litigieux, et puis je peux derrière, en tant que référence humaine, confirmer que cette image est normale, oui, donc je peux aller investiguer le point. Elle est effectivement normale, donc je confirme que c'est normal. Là, c'est normal aussi, ainsi de suite, jusqu'à détecter potentiellement une anomalie qui a été catégorisée normale. Pratiquement, on a catégorisé cette image était normale, alors qu'en fait, il y a un défaut de soudure ici. Donc là, je peux signifier que c'était incorrect. Et à partir de là, une fois que j'ai fait ces vérifications sur toutes les images que j'ai vérifiées, je peux rajouter ces images de dataset et du coup reverser ça dans le pot commun d'images qui me sert à entraîner mon modèle et l'améliorer pour à nouveau faire un modèle de meilleure qualité. Donc c'est l'idée vraiment de ces services packagés, c'est qu'on est sur un cas d'usage très précis. Par contre, on sait l'exécuter de façon très efficace, sans compétences de machine learning et en gérant toute la complexité de tout le cycle de vie qui va permettre d'améliorer ces datasets, de produire des versions de modèles de plus en plus performantes, d'avoir une vision opérationnelle via des dashboards et du coup de mettre à disposition le machine learning avec un effort beaucoup plus modéré que c'était ou des compétences beaucoup moins aiguës que c'était nécessaire dans le passé. Hop.
Voilà pour cette démo, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, je vais finir rapidement sur trois autres services de la même gamme qui facilitent la mise en œuvre du machine learning dans le monde industriel. Le premier, c'est Panorama. Panorama vient sous deux formes, sous forme d'abord d'une appliance, donc c'est un device physique sur lequel vous allez pouvoir connecter localement, donc sur votre site de production, d'éventuelles caméras IP qui seraient déjà déployées, ou des caméras que vous déploierez à l'occasion. Et Panorama va vous permettre d'héberger localement des modèles de machine learning que vous concevez vous-même ou que vous achetez des partenaires, ceux qui sont sur le slide, pour exécuter localement ces modèles. Donc ça vous permet d'alimenter en continu de la vidéo sur Panorama, d'exécuter localement en continu ces modèles, et par exemple, du coup, de travailler sur des cas d'usage de protection individuelle, vérifier que les personnes ne s'approchent pas trop d'un équipement dangereux, par exemple, sur l'usine, de reconnaître, par exemple, des plaques d'immatriculation à l'entrée d'un site, ou de vérifier, par exemple, le suivi de la distanciation sociale, dans le cadre du Covid, vérifier qu'ils aient bien les bons écarts sur vos différents salariés. Vous allez aussi pouvoir faire du suivi de population présente dans un lieu grâce à ce genre de modèle. Panorama va sous une autre forme aussi, qui est un SDK. C'est-à-dire que la première version, quelque part, c'est pour prendre des caméras existantes et les rendre plus intelligentes. Pour des nouveaux types de caméras, AWS travaille avec des fournisseurs de caméras pour directement embarquer un SDK qui permettra sur des nouveaux modèles de caméras de pouvoir directement ajouter des modèles de machine learning pour l'exécution locale et du coup rappeler à le même cas d'usage avec directement les capacités de calcul locales à la caméra. Enfin, dernier service intéressant à mentionner, c'est Amazon Lookout for Equipment. C'est un service qui, de la même façon que Lookout for Vision, permet de faire du machine learning sur les données qui viennent de votre usine, sans compétences aiguës en machine learning. Il ne s'adresse pas, lui, à des cas d'usage de computer vision, mais vraiment à des suivis de métriques, des métriques et des séries temporelles. Amazon Lookout for Vision, aujourd'hui, peut traiter plus de 300 séries temporelles en parallèle, typiquement sur des assets industriels comme des pompes, des moteurs, tout ce qui est machine tournante, et apprendre des patterns et détecter aussi des anomalies au sein de ces métriques, en faisant ça en temps réel ou en pseudo-temps réel depuis les machines. Donc l'idée derrière, c'est de vous permettre justement de la même façon de faire de la maintenance prédictive, de détecter des anomalies avant qu'elles aient des conséquences importantes, avec un service qui est entièrement packagé, qui vous permet de créer vos modèles, de les entraîner, de faire des modèles spécifiques à votre activité, et puis de les améliorer constamment pour avoir une maintenance prédictive le plus efficace possible par rapport à vos cas d'usage. Je suis un petit peu en retard, donc je conclue un peu rapidement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous partagez un peu mon enthousiasme pour ces nouveaux services industrie et puis tout ce qu'on peut faire sur l'industrie 4.0. J'espère que ça a éveillé un peu votre attention, que vous aurez envie de peut-être déployer ces cas d'usage dans vos entreprises ou de travailler avec vos clients sur ces sujets-là. Je pense que la marge d'entrée sur l'industrie 4.0 ne fait que s'abaisser, donc on pourra sans doute réaliser de plus en plus de cas d'usage. Je vous remercie de votre attention. Vous avez mon contact si vous souhaitez approfondir un de ces points ou trouver un contact AWS qui pourrait vous aider dessus. Derrière ça aussi, j'ai mis le QR code qui m'a été fourni par les organisateurs si vous souhaitez faire un feedback sur cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.